de l'art, surtout représentés par la licence Creative Commons, qui donc comporte quatre clauses applicables ou non. C'est-à-dire usage non commercial, redistribution à l'identique, citer l'auteur initial, et je ne sais plus ce que c'est ce logo-là. C'est pas celui-là? Non, c'est paternité. Ah oui, non, paternité. Paternité. C'est celui-là, c'est Redistribution? Non, modification? Redistribuable. On a oui. Une condition de parenté, de paternité, de viralité, de redistribution possible ou non, et de commercial. D'accord, merci. Donc, la licence Creative Commons est surtout appliquée à des œuvres artistiques. Donc, il y a de la musique libre, il y a des romans libres, il y a des polices de caractère libre, des sites qui diffusent des polices de caractère libre, il y a des clip arts libres. Donc, bref, il y a tout un tas de matériel artistique servant de base ou autre à d'autres choses, des samples libres, etc. Tout un tas de matériel qui sont sous licence Creative Commons et qui sont destinés à, en fait, à être vus par tous, en fait, à pouvoir être distribués, vus par tous, de manière généralement gratuite. Donc, par exemple, il y a aussi des sites qui sont spécialisés là-dedans, comme la musique libre avec Jamendo. On a aussi eu, plus anecdotiquement là, mais ça a toujours le mérite de devoir pour être cité, des recettes libres avec OpenCola, dont la société a mis sous licence GPL, a publié sous licence GPL la recette exacte, ou le projet FreeBeer, justement en analogie avec le jeu de mots initial, qui elle aussi a sa recette publiée sous licence GPL. On a évidemment des encyclopédies libres dont C'est sous licence GP ou sous licence Creative? Les recettes, les deux que je viens de citer, sont sous licence GPL, la même que pour les logiciels. C'est pas un logiciel? Non, mais la licence GPL ne s'applique pas que des logiciels. La licence GPL, en fait, caractérise 4 clauses de liberté et plus la clause de viralité. C'est surtout adapté à des logiciels, mais ça peut être effectivement utilisé pour autre chose. Donc il y a des encyclopédies libres, dont la plus connue est Wikipédia, qui dispose d'une énorme communauté et dont les études assez récentes ont prouvé que sur la plupart des sujets, elle était quasiment aussi pertinente que les encyclopédies propriétaires, on va dire. Il y a également, dans le domaine médical, le livre commence à se répandre. Par exemple, OpenVibes, qui est un logiciel d'étude des ondes cérébrales, qui permet donc, par exemple, de concevoir directement avec l'interface du logiciel une interface cerveau-ordinateur entre un casque EEG et un logiciel contrôlé par le cerveau. On a le Open Source Drug Discovery, qui est un projet open source, enfin libre en fait, de recherche sur les nouvelles molécules médicamenteuses, disons. Donc tous les résultats sont publiés sous licence libre et les découvertes seront sûrement elles aussi publiées sous licence libre, les molécules découvertes. Et aussi on a l'Open Prosthetic Project, qui est une équipe développant des spécifications pour des prothèses libres. Nous avons également donc, tout ce qui est matériel libre, donc après le logiciel, également du matériel
avec par exemple dans le domaine électroménager le projet OS Wash, qui est un lave-linge dont les spécifications sont entièrement libres. Nous avons en téléphonie le projet OpenMoko, qui est donc un projet de téléphone portable libre, à la fois dans le plan matériel et sur le plan logiciel, avec un système d'exploitation dédié. Nous avons les circuits de contrôle Arduino, qui sont utilisés dans pas mal de choses, en passant de la musique électronique à la robotique, en passant par tout un tas d'applications diverses qui sont distribuées. Donc les spécifications sont distribuées sous licence libre et la société vend des exemplaires préfabriqués. Et nous avons également dans le domaine de l'usinage par exemple le projet Fab at Home, qui est une parmi d'autres. Il y a RepRap aussi, je sais plus. Donc, qui sont des imprimantes 3D. Donc, qu'est-ce qu'une imprimante 3D? Comme nous l'avons vu avec l'intervention de Théodose, c'est une imprimante en fait qui se sert d'un polymère pour petit à petit construire un objet en 3D. Donc il y a deux méthodes, il y a par extrusion où on découpe à l'intérieur et par polymérisation où on construit couche par couche. Et donc Fab at Home est une imprimante 3D dont les spécifications sont libres et auto-réplicative. C'est-à-dire qu'à partir d'une imprimante qu'on a montée de toutes pièces, on peut lui faire imprimer toutes les pièces qui seront nécessaires pour ensuite en reconstruire une nouvelle. Sorry, mais ça n'existe pas encore en fait. Si, ça existe. Non, parce qu'une imprimante, les imprimantes 3D ne peuvent réaliser que des pièces en plastique. Oui, les circuits imprimés doivent être faits, autrement, oui. Mais même, là, il n'existe encore aucune imprimante. Oui, c'est ça. Il y a toujours pour le moment des pièces en métal. Les pièces en métal ne peuvent pas être imprimées en 3D. Quoique, j'ai vu un projet d'imprimante 3D qui réalisait des pièces en étain. Il me semble que pour la 3D, en fait, il est possible de réaliser des pièces en différents matériaux qui vont changer en fait, le précurseur utilisé pour avoir des précurseurs qui comportent des particules notamment métalliques, de manière à avoir en fait un matériau qui en fait plutôt une sorte de mousse métallique rigide plutôt qu'un métal massif. Donc il devient possible dans ce cadre de réaliser des pièces à peu près de n'importe quel type de matériau si on utilise bien les bons précurseurs. Alors, en fait, ça signifie aussi qu'avec les méthodes disponibles actuellement, il faut changer de précurseur. Si on change de matériau, donc on réalise plutôt des pièces d'un seul matériau à chaque fois, plutôt que des pièces composites. Mais après, avec les améliorations au niveau des technologies disponibles, peut-être qu'on pourra après faire de la stéréolithographie avec un changement de matériau dynamique pour justement avoir un matériau composite qui change de type au fur et à mesure de la fabrication. Donc, ensuite, nous avons également le libre qui se répand dans un domaine dont nous avons parlé toute la matinée, qui est celui de la génétique. Avec le projet Open Wetware, qui est un effort de promotion et de partage de l'information entre différents chercheurs dans le domaine de la génétique et de la biologie. Un des projets fondés par le Open Wetware, c'est le projet BioBricks, donc, qui consiste en fait en la création d'une sorte de langage de programmation capable de réaliser des séquences génétiques sur demande. En fait, c'est une approche ascendante de l'ingénierie génétique, basée en fait sur trois types d'abstraction. Trois étapes d'abstraction. Les briques de base,
Alors les briques de base sont en fait des séquences d'ADN codant pour une fonction biologique dont le fonctionnement est parfaitement connu. Donc par exemple, comme nous citait Théodose, par exemple les séquences promotrices sont, quand une brique de base serait une brique de base de OpenBioBricks. Ensuite, la séquence qui code pour une protéine précise est une autre brique de base, etc. Les appareils, devices en anglais, sont un ensemble de briques de base, simplement. Donc on peut faire une analogie avec la brique de base est une instruction de programmation. Les appareils sont une fonction. Alors par exemple, on peut avoir un appareil dont le but est de réagir à la présence d'un composant chimique dans le milieu. Et en dernier niveau d'abstraction, nous avons les systèmes qui sont un ensemble d'appareils, évidemment, que là, on pourrait comparer ça à une classe. Ouais. C'est-à-dire que un système dispose en fait de plusieurs fonctions, donc en regroupant plusieurs appareils. Par exemple, on peut avoir un système qui produit en fait un changement entre deux couleurs, que les cellules se mettent à produire deux pigments différents en alternance à une fréquence donnée. Ça, c'est un système possible. Et qui a été réalisé, c'est pour ça qu'il est cité. Donc on a aussi eu des mouvements qui ont contribué au logiciel libre, enfin des mouvements qui se sont mêlés à celui de l'éthique du libre, dont le mouvement Do It Yourself, donc faire soi-même la réalisation d'objets, de tout ce qu'on a besoin dans le quotidien. Et, donc le mouvement Do It Yourself, c'est évidemment mêlé à l'éthique du libre, les deux sont relativement proches. Et ça, là, je pense que ça rend assez inévitable une explosion encore plus dramatique, au sens en quantité, non pas en conséquence, des technologies libres.